Listen. Oh, we're riding high, wild and free, dancing in the shadows, you and me. Feel the heat rise like a fever pitch. One of these days I'll flick the switch. Got that rhythm when the sparks will glow. Time moves fast and we need to go slow down and sink again. Listen. Mesdames, Messieurs, bonjour. Frédéric Denré pour vous servir, journaliste, magazine Marianne entre autres, sur les questions d'environnement et journaliste, animateur de débat pour ce salon, la SITL, depuis longtemps déjà, et notamment pour présenter le baromètre de l'AUTF. C'est quasiment un rituel, chaque année l'AUTF, qui représente l'association des utilisateurs du transport, les chargeurs on va dire, nous fait un petit bilan d'une enquête qu'elle a réalisée l'année précédente. On va voir ça tout de suite avec Valérie Cornet. Vous êtes directeur au transport et partenariat à la UTF. À votre droite et jusqu'à moi, si je ne me trompe pas, Denis Devert, je ne me suis pas trompé, président de la commission route de la UTF. Vous êtes acheteur transport chez eCity. À votre droite, Alain Egerman, vous êtes directeur général des transports Breger. Mathieu Vautrin, vous êtes directeur supply chain de Cemex et président de la commission route de la UTF. Jusqu'à présent, je n'ai pas fait fausse route, je n'ai pas dérapé sur vos fonctions, j'y fais toujours très attention. Et Tony Cellier, juste à ma gauche, vous êtes président d'EB-Trans. Oui, EB-Trans France. Valérie Cornet, quel est l'état du marché? Quel est l'état des relations entre chargeurs et transporteurs? On vous écoute. Oui, merci. Bonjour à tous. Alors, je vais vous donner les premières tendances qui apparaissent dans le baromètre transport routier, donc la perception des chargeurs cette année, puisque le baromètre ne sera publié que dans quelques semaines, vers la mi-mai. Donc, vous aurez tout le loisir de découvrir ça en détail. Les grandes tendances. Alors, dans ce qui ressort, il y a déjà, on voit que le marché est extrêmement surcapacitaire. On semble en sortir. Il y a des différences, évidemment, selon les spécialités, mais il y a quand même des tensions capacitaires selon les marchés, moins sur le général cargo, un peu plus sur le transport de vrac, la température dirigée. Et vraiment, ce que nous remontent les chargeurs sur le terrain, c'est que ça correspond à une contraction de la capacité. On sait qu'il y a des faillites de transporteurs, des flottes qui ont été réduites, puisque les volumes que déclarent les chargeurs, eux, en revanche, à côté de ça, sont assez stables. Pour, en gros, 81% des répondants sur 2025, on est sur des volumes stables ou un petit peu en hausse ou un tout petit peu en baisse par rapport à l'année précédente. Donc c'est vraiment ce premier sujet qui ressort et qui diffère un petit peu des années précédentes. Le deuxième point que je souhaiterais faire ressortir, c'est qu'il y a une inquiétude vraiment montante chez les chargeurs sur la situation financière de leurs prestataires de transport. C'est quelque chose où on voyait que les consciences s'éveillaient depuis quelques années, mais là, sur les répondants au questionnaire, à peu près 40% qui travaillent en direct donc avec des transporteurs estiment que la situation de leurs transporteurs financière est fragile ou très fragile. Donc 40%, c'est énorme. Il n'y avait pas d'éléments saillants par secteur d'activité, des différences plutôt par entreprise, mais donc ça pose évidemment plusieurs types d'inquiétudes, opérationnelles, immédiates. Est-ce qu'on va être en mesure de faire face aux besoins de transport à plus long terme? Comment on arrive à faire face au mur d'investissement pour décarboner, etc. Et puis la difficulté pour les chargeurs, évidemment, d'accompagner tarifairement ces difficultés. Parce qu'en effet, les chargeurs, c'est ce qui ressort dans cette enquête, restent très engagés et préoccupés par la décarbonation, mais à l'instant T, sont aussi très contraints par la situation économique et le besoin de maintenir leur compétitivité sur leur propre marché, avec deux aspects fondamentaux qui sont la maîtrise des coûts et le maintien de la qualité de service aux clients. Donc ils ne peuvent pas se permettre d'être en risque en termes de compétitivité sur ces aspects-là. Et on le voit lorsqu'on les questionne sur leurs grands enjeux, même au-delà du transport. C'est la maîtrise des coûts, améliorer la qualité de service aux clients, donc au client final, et en troisième, la RSE. Bon, il n'y a rien qui change, finalement. Il n'y a pas grand-chose qui change, en effet. Mais c'est vrai que depuis quelques années, on voit qu'on se ressente vraiment sur les fondamentaux du transport, finalement.
On a- Et la qualité de service, c'est pour l'essentiel. Je vous passe la parole, pardon. La qualité de service pour l'essentiel, c'est juste arriver à l'heure, c'est le TA. Alors la qualité de service, c'est vraiment les performances opérationnelles du transport, hein, ponctualité, réactivité. La qualité de la relation client est vraiment saluée aussi par les chargeurs. Et puis en point plus à améliorer, il y a tout ce qui est innovation et notamment innovation digitale. Donc voilà, effectivement, ponctualité, performance opérationnelle, c'est un prérequis. On voit que malheureusement par les directions d'entreprise, c'est pas encore vécu comme un facteur différenciant, mais c'est une obligation de résultat finalement. Denis Levert. Juste un mot, on parlait de difficultés financières et d'accompagnement des transporteurs par les chargeurs. On a une illustration actuellement avec la crise et les tarifs du diesel où effectivement ce qui nous est demandé, ce que les chargeurs font dans les grandes largeurs, c'est d'essayer d'accompagner les transporteurs dans l'évolution des tarifs du diesel et de la coût que ça donne sur la trésorerie. Mathieu Vautrin. L'accompagnement, ça peut être aussi payer plus rapidement nos transporteurs, au lieu de payer à 30 jours, payer à 15 jours, payer à 10 jours, payer plus rapidement. C'est ça aussi un accompagnement de nos transporteurs. C'est quelque chose qu'on propose tout à fait. On peut le faire, tout à fait. Et c'est exceptionnel ou c'est difficile à mettre en place dans les systèmes comptables qui sont parfois très lourds, très inertiques? Ça va dépendre du système comptable des chargeurs. Nous, dans notre cas, c'est possible de le faire et on l'avait déjà fait au moment de la crise du conflit armé en Ukraine. D'accord. Donc il y a une souplesse relative de la part des chargeurs, pardon. Effectivement, il peut y avoir une souplesse relative sur le paiement. Monsieur Oui. Devert. Mais c'est vrai que la maîtrise administrative et informatique est clé. On peut avoir la volonté de, comme on l'a fait, de raccourcir nos délais de réaction pour l'ajustement de l'indexation diesel et veiller à ne pas créer de pagaille autour de ça en alignant les différentes filiales, les différents pays et transporteurs autour d'une modification de la règle qui est harmonisée pour que, effectivement, administrativement, on s'y retrouve. Mais en général, on y arrive et on l'a fait. Le point de vue des transports Brégé, monsieur Egerman. Alors, tout d'abord par rapport au baromètre et puis à la thématique de cette table ronde, moi je trouve ça extrêmement intéressant parce que clairement on est tous chargeurs, prestataires dans cette logique de marché où l'équilibre, on ne peut pas complètement dire qu'il est abouti dans nos professions. Donc on a une espèce de peur, de crainte, de schizophrénie entre guillemets entre nous, c'est-à-dire que on nous demande de la robustesse mais de l'agilité dans nos plans de transport. On peut nous demander de l'environnement ou de la responsabilité, mais pas trop d'engagement. On peut nous demander effectivement aussi beaucoup de data, mais des plateformes multiples selon les clients. Donc je trouve ça intéressant que justement au travers de cette table ronde, on se dise, ok, on part de ce constat, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait quoi ? Et on peut faire des choses. Et je pense qu'ensemble, on a des exemples où la collaboration, la co-construction permet de faire des choses. Alors oui, globalement, nos clients nous accompagnent, mais je pense que c'est effectivement aujourd'hui, là, on parle d'un problème exceptionnel. Voilà, il y a un mois, personne ne pouvait imaginer ce qui se passe en ce moment. Et peut-être pendant qu'on parle, il se passe des choses aussi hallucinantes. Donc effectivement, cette co-construction est un élément clé parce que ce soit sur l'amont en supply ou sur vos clients en distribution, la qualité ou plutôt la non-qualité, elle coûtera de plus en plus cher. Et ça, c'est un effet absolument indéniable à travailler véritablement de concert. Il ne faut pas que vous mettiez votre main sur l'antenne. Mais vous, par rapport à ce qui vient d'être dit par Madame Cornet, la relation que vous avez avec les chargeurs, qu'est-ce qu'on vous demande? C'est avant tout les coûts, la maîtrise des coûts, c'est avant tout la ponctualité? Très sincèrement, je pense que le monde du transport, notre vision à nous, en tout cas chez Brégé, c'est pas de transporter plus. Ce qui nous fait, c'est pas le driver de notre entreprise, c'est plutôt de transporter mieux. Et je pense que sincèrement, c'est plutôt effectivement l'état d'esprit aujourd'hui des transporteurs. Mais ça semble être une formule. Mais facile. Ça veut dire quoi, facile? Concrètement, aujourd'hui, si on parle pas de mutualisation, si on parle pas de massification dans les activités de groupage. Enfin, tout le monde en parle de massification, de mutualisation. C'est vrai. Est-ce qu'on le fait? On le fait. Ça représente à peu près 40% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Ouais. Ah oui. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, de toute façon, si on ne se met pas ensemble collectivement, nos clients, ils veulent quoi? Ils veulent évidemment, la qualité, c'est une donnée d'entrée. Ça ne se négocie pas. Le taux, vous pouvez le mettre le taux que vous voulez, mais autrement, la qualité, ça ne se négocie pas. La compétitivité est un élément clé. Si nos clients ne sont pas compétitifs, on aura moins de business. Et l'éco-responsabilité, effectivement, c'est finalement peut-être un ciment, quelque chose de structurant autour de ce projet. Si on met moins de moyens,
si on optimise nos taux, si on travaille avec plusieurs industriels qui vont satisfaire, notamment dans le monde du commerce, hein, qui est il y a des gros effets de massification possibles dans le retail. Très sincèrement, quand on réfléchit à plusieurs, on peut vraiment massifier des camions et faire des camions de traction multi-clients avec un seul véhicule qui va livrer 25 palettes plutôt que 5 véhicules de 5 palettes typiquement. C'est le quotidien de nos équipes aujourd'hui. Et on le verra tout à l'heure, l'élément clé, c'est dans les appels d'offres, la maîtrise de la data et la volonté ensemble de pouvoir effectivement être, allez, on va dire challengeant ou un peu dérangeant au sens positif avec nos clients. On verra ça tout à l'heure en effet. Bon, en tout cas, la mutualisation, elle fonctionne. Je me souviens de débats que j'avais animés sur ce sujet-là il y a quelques années où voilà, on en discutait, on en parlait, mais on ne le faisait pas. Vous le faites. Vous avez bien parlé d'éco-responsabilité et pas d'éco-des apostrophes. Hein. Les co-responsabilités. Voilà, que je sois sûr. Monsieur Cellier, vous souhaitiez réagir? Nous, je ne vous oublie pas, Madame Cornet. Hein. Nous, c'est vrai qu'on est sur une problématique un peu différente parce que chez Bétrans, on est essentiellement sur du transport de l'eau complet, donc point A, point B, matière dangereuse. Donc c'est vrai que le partenariat avec le chargeur, on le cherche plus à le trouver en remonter la chaîne de valeur avec eux. Et ce qu'on peut voir sur d'autres pays, mais qu'on ne voit pas encore en France, où pour certains opérateurs du Benelux, où on gère pour leur compte la distribution et le stock des stations-service. Et aujourd'hui, c'est des éléments que le marché français n'est pas encore mature, si je puis dire, pour prendre en compte ou accepter en fait. Madame Cornet, je ne vous oublie pas. Hein. Allez-y, poursuivez. Je voulais rebondir, on a entendu le mot appel d'offres. Et oui. je voulais signaler que quand on questionne les chargeurs, donc on voit que vraiment la relation avec leurs prestataires est un vrai levier stratégique. Puisque dans les leviers qu'ils indiquent vouloir activer pour optimiser le transport routier, le numéro 1 pour 80% des répondants, c'est de renforcer la relation avec leurs transporteurs existants. Donc c'est vraiment un levier très fort, hein, 80%, et c'est récurrent depuis plusieurs années. Mais comment, je vais me faire l'avocat du diable, comment on la renforce en demandant des coûts plus faibles? La maîtrise des coûts. Alors ça veut dire que justement tous les challenges qu'on est là pour évoquer aujourd'hui, c'est de les aborder d'abord en échangeant avec ces transporteurs déjà, ceux qu'on connaît. Le deuxième levier, c'est travailler sur les fondamentaux, donc optimiser les taux de chargement, ça reste encore parfois un sujet. Et l'appel d'offres ou le benchmark intervient seulement en troisième position. Et benchmark, c'est justement pour chercher des solutions plus complexes, aller sur les notions de cahier des charges. Il y a le prix, certes, mais pas que. C'est justement dans la co-construction de ces solutions qui correspondent à des besoins mouvants des chargeurs, avec des marchés qui évoluent, des enjeux de décarbonation, etc. Donc c'est aussi au travers d'appels d'offres qu'on va chercher ça, justement, à monter des solutions ensemble. Monsieur Devert. Oui. Solution 3, appel d'offres, mais ce n'est pas parce qu'on déclenche un appel d'offres que ça veut dire qu'on a échoué par avant. Faire un appel d'offres, c'est aussi une logique de continuité commerciale, c'est une approche commerciale régulière qu'on a entre clients et fournisseurs et qui est normale dans la profession. Et pour étayer ça, quand on en déclenche dans notre entreprise, on change rarement de fournisseur suite à un appel d'offres. On continue en général, 90-95% des volumes sont inchangés avec des fournisseurs stables. Mais on a eu des échanges approfondis, on a discuté projet, on a discuté partenariat justement. Donc on a situé la discussion sur un terrain un peu plus approfondi et en se projetant sur le moyen terme, ce qu'on ne fait pas au quotidien dans les opérations. Donc appel d'offres, il ne faut pas que ça ait une connotation, je change de fournisseur et je veux baisser le prix. Voilà. Madame Cornet. Peut-être un dernier élément sur les critères de sélection des fournisseurs. Donc là encore, on a les fondamentaux qui restent immuables. Hein, le triptyque qualité de service, coût et engagement capacitaire. Mais derrière, on voit d'autres critères qui montent petit à petit, qui prennent de l'importance. C'est ce qu'on a appelé l'étendue et la pertinence de l'offre. Donc des transporteurs qui vont être en mesure de répondre à différents cas de figure pour un chargeur donné. L'innovation et la décarbonation. Donc ce sont des critères qui montent. Donc c'est vraiment après la question de comment on arrive à résoudre ensemble l'équation pour à la fois faire face à ces besoins des clients finaux qui sont extrêmement exigeants, des enjeux économiques pour tous les maillons de la chaîne qui sont tendus et d'arriver à ce que tout le monde s'en sorte au mieux.
J'avais lu à ce propos, là, dans ce que vous m'avez envoyé, je vous cite, à l'inverse, la traçabilité et capacité d'innovation sont insatisfaisantes pour une majorité des répondants, traduisant des attentes plus fortes sur les outils, la digitalisation et la visibilité en temps réel. Vous ne parlez pas le même langage, si j'ose dire, informatique, ou le même langage tout court en matière de commande de lettres de voiture entre transporteurs et chargeurs. Donc il y a une perte d'information, il y a du délai en trop. Qu'est-ce qui se passe ? Les outils digitaux ne sont pas encore unanimement déployés. Ça, je pense que tout le monde le sait sur le secteur, malheureusement. D'où la convergence numérique européenne qui arrive. Les sujets de standardisation, d'interopérabilité, de comment on déploie des outils qui vont demander à des acteurs multiples de s'imbriquer, de s'interfacer. Donc ça, c'est complexe à mettre en place. Je pense qu'après, on a des exemples concrets à évoquer. Mais en quoi c'est embêtant qu'il n'y ait pas cette convergence ? Ou qu'il n'y ait pas eu cette convergence? Alors après, c'est un frein pour plusieurs aspects. La traçabilité, pour effectivement, ce que vous disiez, ETA, savoir quand est-ce qu'on va livrer le client final qui a besoin de cette information, ou qui l'exige en tout cas. Et puis de plus en plus, les données, ça devient utile aussi pour mesurer l'impact carbone lié au transport. Et donc tracer toute l'activité de transport, ça devient un élément nécessaire pour savoir mettre en place derrière des plans d'action de réduction justement des impacts carbone. Donc c'est aussi cet objectif-là. À cause du scope 1 pour les grosses boîtes de transport, du scope 3 pour vous, grosses boîtes de chargeurs, de l'ETS2, enfin le marché du carbone qui va s'appliquer de manière générale au marché du transport, 2028. Oui, alors l'ETS2 c'est encore particulier puisqu'en fait l'ETS2 c'est une taxation du carbone qui va renchérir les coûts de l'énergie. Oui, donc ça passera, pour les chargeurs ce sera transparent entre guillemets, ça va renchérir le coût du diesel qui passe par l'indexation carburant des prix de transport. Donc cette convergence, elle n'est pas juste une histoire comptable ou financière d'échange de documents, elle est aussi pour se préparer à l'inévitable décarbonation. Je fais très court et très caricatural. Oui, des enjeux à la fois opérationnels et aussi sur la décarbonation. Monsieur Devert. Après, tout le monde veut digitaliser, ça se fait progressivement. Si on prend juste le sujet de la traçabilité, on en parle depuis 20 ans, ça progresse doucement. De notre côté, on arrive à collecter la traçabilité en temps réel pour 50, peut-être parfois 70% de nos flux, mais beaucoup moins que par exemple que nos collègues américains qui ont une maturité un peu plus importante, ils sont plutôt à 90%. Donc je pense qu'on ne peut pas aller plus vite que la musique, plus vite que le marché. Les solutions techniques sont là alors qu'on ne les avait pas il y a 20 ans. Par contre, l'intégration des différents acteurs, et c'est là qu'on touche aux notions de partenariat. Si on a un partenariat avec un transporteur qui, par exemple, est en flotte propre, on pourra avoir des remontées quasi intégrales, de très bonne qualité. Dès qu'il y a de la sous-traitance aval, les remontées d'informations de la part des sous-traitants, c'est quelque chose de complexe pour tout le monde. Et toutes les plateformes ont cet écueil. Les sociétés qui affrètent ont cet écueil et progressivement, on peut imaginer que dans le temps, ça va s'améliorer. Mais si on veut aller plus vite que la musique, ça va être très compliqué ou très coûteux. En même temps, il faut y aller quand même. Il ne faut pas attendre que ça arrive, que ça vous soit imposé par les événements ou la réglementation, ou l'arrivée de camions chinois qui pourraient profiter d'un appel d'air. Monsieur Egerman, vous avez tous deux un partenariat, Brégé et City. Allez juste rebondir sur cette partie data, parce qu'effectivement, comme toujours tout à l'heure, il y a des deux côtés. Des deux côtés, on a des efforts à faire. Je pense que côté effectivement chargeur, et pardon pour l'audience, mais on est, je vous regarde devant, je vois 50, 100, 120 stands peut-être qui vont parler d'IA, qui vont parler de digitalisation. C'est ce qu'on vit au quotidien. C'est-à-dire que si j'ai 120 clients devant moi, il y a peut-être 120 plateformes, interfaces à développer. Et là, il y a un moment, il y a un truc qui va pas. J'allais dire un mot un peu autre chose, mais oui, on déconne complètement parce que l'EDI... Qui déconne ? À nous de rationaliser les choses. C'est pas possible d'avoir autant de DI, autant de DI que de plateformes. On n'a pas les moyens. Nous, prestataires, quelle que soit la taille. En France, 111, je crois. Ouais, vous vous rendez compte. Et attendez, si chacun a sa particularité. Donc, on parlait de, quand on parle de data, qui dispose de fichiers propres ? On en est tous à ça. Donc à partir de là, il y a 110 applis, mais il y a peut-être des particularités. Donc on ne peut pas tenir le rythme. À l'opposé, de notre côté, nous, prestataires, transporteurs ou organisateurs, effectivement, il faut absolument qu'on rationalise cette notion de gestion de l'ETA de manière transparente pour les clients, quel que soit le moyen qui réalise le transport. Un sous-traitant, un sous-contractant, etc. Là, c'est notre côté. À nous de nous débrouiller pour effectivement. Mais je pense qu'au milieu, il faut vraiment qu'à un moment ou un autre, on travaille sur des interfaces ou sur une couche qui soit commune. On parle de DI aux États-Unis, c'est peut-être l'avantage des anglo-saxons.
on trace, on continue parce qu'on respecte la règle. Alors nous, on a tellement de normes que peut-être en Europe ou en France, on s'affranchit de ça parce qu'il y en a une qui va résister. Et le problème, c'est qu'on n'a plus de normes. Donc c'est un élément clé, je pense, un élément clé de solution dans le partenariat, c'est effectivement de travailler sur des solutions uniques et plutôt en amont évoquées plutôt que subies par les uns et les autres. C'est ce que vous avez fait avec votre voisin. Il y a un partenariat entre vous et City. Complètement. Comment ça se passe? Bien. Oui, ça je me doute bien, vous n'allez pas me dire le contraire. C'est né de quoi au départ? Il y a un dialogue qui se faisait mal, il y avait du retard, il y avait des reproches mutuels. Un constat que ça ne marchait pas. Bon, bah voilà. Ça a toujours marché. Voilà. Non, mais parce que, il n'y a pas un prestataire unique, c'est une très très grande entreprise européenne. Et puis, il y a des choses qu'on sait faire nous en Brégé. Il y a d'autres partenaires savent mieux faire que nous. Et à partir de là, on doit faire avec. Quand on est directeur supply chain ou directeur achat, donc à un moment, on doit trouver un système qui soit pertinent d'une part, mais qui réponde aux attentes de son management, mais également qui soit faisable au niveau de la profession, au niveau national ou européen. Et à ce niveau, on essaie de trouver une solution qui soit durable dans le temps et qui ne change pas tous les 6 mois. Et cette solution, c'est qui ne change pas tous les 6 mois. Je voulais rebondir sur la notion de durée. C'est vrai qu'on se connaît depuis quelques décennies, nos entreprises depuis plus longtemps encore, et c'est souvent une condition indispensable à l'investissement réciproque pour créer justement une bonne complémentarité, des systèmes d'information intégrés, des procédures, des modes opératoires et faire en sorte qu'ensemble, on crée de la valeur pour nos clients en les livrant. C'est-à-dire c'est les mêmes systèmes informatiques ou c'est des systèmes qui dialoguent entre eux? Lors de la mise en place du nouveau SAP par exemple ou autres, on a été intégré dans les groupes de travail pour que justement toutes les particularités, parce que la vraie difficulté de grosses entreprises, c'est que vous avez une vision globale qui permet d'avoir des indicateurs, mais qui va peut-être malheureusement donner un peu moins de flexibilité au niveau local. Alors au niveau local, dans une entreprise comme SCT, c'est un pays. Donc évidemment, cette espèce de plan transport très fin, parce que distribuer la France ne correspond pas du tout à comme distribuer le marché anglais par exemple, ou le marché espagnol, ou le marché autre, et ben, malheureusement, ces plans globaux le permettent pas. Et donc d'être intégré dans des groupes de travail permet effectivement de faire remonter les infos. Monsieur Devert. C'est vrai qu'il y a en général une équation difficile à trouver entre la souplesse qu'on voudrait avoir pour des solutions locales correspondant à une gamme de clients dans un pays donné avec un transporteur défini et l'intégration de nos systèmes européens où on cherche à avoir une solution qui est poussée par des équipes informatiques globales qui veulent standardiser. Donc on a effectivement ces équations à résoudre. En général, ça peut rallonger un petit peu les délais, mais bon, ça c'est le jeu à jouer. Il y a une vraie valeur ajoutée à standardiser, à simplifier, à aligner les données et les systèmes, et on doit en tenir compte pour avancer. Mais effectivement, il y a un petit peu de schizophrénie. Et sur la décarbonation, entre le vœu pieux et la réalité, le partage du surcoût lié à la décarbonation, comment ça s'est passé chez vous au Transport Brégé? Alors, vous avez deux choses, vous avez des flux, on va dire, notamment si on prend le cas de la décarbonation actuelle, donc dans l'entreprise, nous, juste un bilan sur les 3 dernières années, on a eu le plaisir de voir à peu près 15% de croissance pure, et on a diminué nos émissions de CO2 de 17% en valeur absolue, comme beaucoup. Je crois que la profession avance, donc ça fait maintenant 9 ans qu'on a des véhicules au bio-GNC. On a plutôt investi, nous, aussi sur des énergies alternatives HVO, beaucoup, un peu de mais surtout du HVO. Et puis, petite déception personnelle, on n'a pas été assez fort sur le multimodal, donc le transfert modal, qu'on réactive très fortement actuellement. La décarbonation, si vous êtes sur de la distribution urbaine, périurbaine, effectivement, c'est un deal, ça fait partie du contrat avec le client, qui quelque part, c'est la durée qui va permettre effectivement l'amortissement. Et puis après, à nous de trouver des solutions sur la décarbonation. Je vais vous dire, nous, on a des véhicules en bio-GNC qui sont en double poste. Ça paraissait fou et ça paraît toujours fou pour certains et pourtant ça marche très très bien. On a aujourd'hui effectivement à peu près 20% de la flotte au bio-GNC. On espère avoir environ 30% de la flotte électrique en 2030. On a déjà une grosse dizaine de véhicules et on est en train de tester pour les mettre effectivement en double poste également. Et c'est l'engagement finalement, c'est la vision à long terme qui permet effectivement de trouver un équilibre lorsque le véhicule est dédié. Pardon, mais je pense que c'est à nous, entreprise de transport ou organisateur, de trouver notre productivité en interne quand le véhicule n'est pas partagé. C'est notre contribution également. Et ce n'est pas forcément un coût. Donc à ne pas faire porter le surcoût sur les chargeurs? Pas forcément un coût. Voilà. C'est-à-dire?
Il y a des business models, je pense, à nous. Après, à nous de travailler, à nous de maîtriser notre coût de revient, l'électron notamment, à nous d'investir sur l'électrique notamment. Je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on peut tout à fait apporter des solutions très pertinentes à nos clients. Ça demande justement, c'est le titre un petit peu de ça, c'est comment on travaille ensemble et plutôt ensemble dans la durée. Monsieur Devert, quand vous avez travaillé avec les transports Bréger sur leur décarbonation. Et avant ça même, revenir sur ce que vous disiez avant, parce que vous interrogez Valérie sur comment est-ce qu'on fait pour parler tarifs, mais en fait, c'est vrai que la focalisation, elle est sur les coûts, moins que sur le tarif. Alors, on associe les deux en général, mais quand on peut construire des solutions d'optimisation intelligente qui demandent de l'investissement, qui demandent du temps, du travail, de l'échange de données, on peut parvenir, je vais dire un gros mot, à accepter une évolution tarifaire, une hausse tarifaire qui ne va pas se répercuter sur les coûts si on arrive à les compenser par une optimisation du drop size, des flux, de tout ce qu'on veut. Donc c'est ce travail-là qu'on essaie d'effectuer parce qu'on sait bien que les coûts des transporteurs, on regarde l'indice CNR, évoluent, augmentent et que c'est relativement inéluctable. Et ça se retrouve dans le tarif chez nos clients et dans notre compte d'exploitation. Donc on a besoin de faire ce travail-là et ça passe par un partenariat. Alors maintenant, je peux vous laisser réagir ou on parle de décarbonation si vous voulez. Bah oui. Mais on ne peut pas décarboner si ça coûte trop cher. Très honnêtement. Oui, mais en même temps, ça coûte cher. L'électrique coûte cher. Prendre un risque, ça coûte cher. Forcément, ça coûte cher. Ça va coûter cher à qui? Et c'est peut-être pour ça que jusqu'à présent, les solutions souples qui jouaient avec les carburants décarbonés étaient plutôt plébiscitées par les chargeurs parce qu'on peut les induire dans les flux, dans l'activité, à hauteur d'un budget qu'on prédéfinit. Et quand on a atteint le budget, voilà, on peut l'augmenter, on peut le couper en cas de besoin si on a des difficultés, mais c'est relativement souple. Et également, je pense, en exploitation pour les transporteurs. En revanche, dès qu'on parle d'électrique, là, la marche est beaucoup plus haute, à la fois en investissement et en complexité. Je pense qu'on en reparlera peut-être un peu après, mais c'est un autre jeu. Alors, Monsieur Egerman. On n'a pas avec Essity, mais on a le cas d'une belle collaboration avec un JIE qui à peu près regroupe une trentaine d'industriels de l'agroalimentaire en Bretagne, et on travaille pour certaines marques de la grande distribution ensemble. On est passé d'un camion moyen de livraison par plateforme de 17 palettes jusqu'à un moment même 42 palettes par camion. C'est-à-dire qu'on avait travaillé à la fois sur la longueur et après on a travaillé sur la hauteur. Donc on a travaillé pour massifier au maximum en agglomérant les volumes. Et là vous pouvez faire ce que vous voulez quand vous passez de 17 à... Alors aujourd'hui les volumes de l'agro ont un petit peu baissé. Donc on est je crois à 29 actuellement, mais on passe de 17 à 29. En termes de budget, vous pouvez imaginer les savings partagés. Et en termes d'environnement, c'est une évidence. Enfin, tout est proportionnel ou plutôt déproportionnel. Donc le gain, il est colossal. Si on peut y mettre un peu d'énergie alternative ou du transfert modal, ce sont que des coefficients multiplicateurs. Et donc c'est pour ça qu'avec Essity, pour l'instant, nous on a plutôt travaillé sur du HVO et sur de l'optimisation également. Voilà. Monsieur Sellier. Oui, nous chez EB-Trans, forcément, on a le sujet de décarbonation dans nos objectifs, puisque sur les 4 dernières années, on a réduit notre grammage de CO2 par kilomètre parcouru de 13%. Par contre, on a quand même des problématiques techniques, puisque 90% de l'activité, c'est la matière dangereuse. Et aujourd'hui, il n'y a pas de véhicule électrique. Voilà, le camion électrique, c'est pas ouvert, donc on est uniquement sur des carburants alternatifs. Donc il y a encore des progrès qui seront à venir, mais il faut que la technologie évolue. Et je reviens sur ce que disait Alain sur le HVO. L'année dernière, on a eu quand même un effet d'aubaine puisque le HVO était sur un prix assez compétitif par rapport au B7 et que plus le cas, cette année, on est quand même plus du tout dans ce format-là et que ce que je crains, c'est qu'on réduise nos efforts du fait qu'on a un effet prix qui ne sera pas forcément accompagné à 100% par les chargeurs, quoi. Et vous voulez réduire vos émissions de carbone de 30% d'ici 2030, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Sans pour l'instant d'habilitation électrique pour le type de matière que vous transportez. Après, l'objectif, c'est d'encore augmenter les carburants alternatifs, donc plutôt vers une orientation vers le bio-GNC, comme le disait Alain, et le B100, en attendant que le HVO revienne peut-être dans des coûts plus abordables financièrement, et pour le transporteur et pour le chargeur. Valérie Cornet, un mot sur ce premier débat, dialogue?
premier débat. Mais je pense ce qu'on peut retenir, c'est que pour la décarbonation, effectivement, selon les cas de figure, il faut pouvoir utiliser plusieurs leviers. L'électrique parfois, mais aussi les biocarburants, le GNC, le report modal, vous avez cité un petit peu Alain. Donc on voit bien que les situations opérationnelles en fonction de la marchandise, en fonction des implantations territoriales, etc., ne sont pas les mêmes. Et voilà, autant essayer d'utiliser tous ces leviers-là à disposition. Monsieur Vautrin, oui, allez-y. Ce que je voudrais peut-être ajouter, c'est que certains chargeurs, et nous c'est le cas, on s'est imposé des camions OB100 ou HVO, parce qu'on a une flotte en propre, avant d'aller voir nos transporteurs et de leur proposer d'utiliser des biocarburants. Et ça aussi, c'est pour moi une démarche de co-construction. On se l'impose, on voit, on éprouve, et seulement après, on va voir le transporteur, les transporteurs, et on échange sur notre retour d'expérience, sur leur retour d'expérience. C'est ça aussi une co-construction entre chargeurs et constructeurs. Et là, en l'occurrence, vous avez un partenariat avec votre voisin sur les questions de sécurité. Dites-nous tout. Tout à fait. On travaille ensemble depuis quelques temps sur le transport de matériaux pulvérulents, que ce soit avec des citernes plates, citernes basculantes, et la notion de sécurité pour le groupe Cemex. Pour les chauffeurs, les opérateurs. Chauffeurs, opérateurs, pour également le camion au moment du chargement, du déchargement, du dépotage. Voilà, c'est quelque chose qui est dans l'ADN de notre entreprise chez Cemex. Et en discutant, en rencontrant EB-Trans, je me suis rendu compte que c'était aussi dans leur ADN. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble avec ces aspects sécurité qui sont primordiaux pour nos deux groupes. Parce que vous aviez deux visions de la sécurité différentes ? Vous aviez des exigences différentes ? Non, finalement, quand on discute ensemble et quand on discute avec beaucoup de transporteurs, on se rend compte qu'on a des exigences qui sont similaires. Simplement, on n'en parle peut-être pas de la même façon et on a une vision, on peut avoir, mais nos visions se retrouvent. Oui, c'est vrai que c'est un point sur lequel on s'est retrouvé assez rapidement parce que avant même d'entamer le partenariat commercial, si je puis dire, Mathieu est venu chez nous pour voir comment on appréhendait ces questions-là. Évidemment, on est un groupe qui est issu au départ de la matière dangereuse, donc c'est forcément thématiques très présentes. Et donc, on a montré à Mathieu tout ce qu'on pouvait faire autour de la sécurité en termes de culture sécurité. Depuis des années, on fait des opérations, ce qu'on appelle Safety Week, donc une semaine sécurité, où on invite nos clients sur l'ensemble des manifestations qu'on peut faire. Quand on a des causeries conducteurs à faire, on essaye de faire en sorte au maximum qu'ils soient également présents, au moins un client, pour que nos conducteurs comprennent bien les problématiques qu'ils peuvent rencontrer, et qu'à l'inverse, les chargeurs, eux aussi, comprennent que nos conducteurs, ils sont chez eux dans leur environnement, et que c'est important qu'ils en tiennent compte dans leur process sécurité parce qu'en fait, les risques sécurité, paradoxalement, c'est plus au moment des chargements, de la coactivité qui peuvent intervenir presque que sur la route, quoi. Sur la route, on a un taux d'accident qui est beaucoup moins important que ce qu'on peut connaître dans les opérations autres que la conduite. Mais pourquoi faire une Safety Week ? C'est parce que la sécurité telle que vous l'entendez, vous, elle n'était pas évidente pour des clients, pour des partenaires ? C'est plutôt l'inverse au départ. Nos clients chargeurs nous ont beaucoup fait progresser puisqu'on travaillait beaucoup pour l'industrie chimique ou pétrolière. Donc forcément, on a des process qui sont établis à partir des leurs au départ. Donc, et c'est une culture qu'on a toujours eue. Il y a un process sécurité, je vous coupe, un process sécurité par chargeur, c'est ça ? Oui, ça par contre... ça fait beaucoup. Le problème, oui, il y a beaucoup de protocoles de sécurité puisque chaque chargement ou déchargement, c'est un protocole de sécurité, c'est des process différents. Ça, il y a peut-être un peu d'uniformisation à travailler, mais après, il y a quand même un certain nombre d'éléments qui se recoupent. Mais c'est vrai que chez EB-Trans, vous étiez confronté à 28 procédés différents. Oui, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que... Et donc chacun de vos chauffeurs était censé avoir ça en tête. Déjà, il faut qu'ils connaissent normalement tous les protocoles de sécurité dans les lieux de chargement et déchargement où ils interviennent, surtout s'ils sont Céveso. Oui, mais le groupe, c'est ce que je voulais dire, c'est que le groupe EB-Trans aujourd'hui, en termes d'audit et de sécurité client, c'est 28 audits différents puisqu'on a 28 cahiers des charges propres à chaque client et on est audité tous les ans avec ces 28 référentiels différents en fait. Monsieur Vautrin, vous auditez donc vos transporteurs, ça se passe comment ?
Alors, il y a des audits qui sont faits sur le terrain, effectivement, avec les chauffeurs, quelquefois directement chez le transporteur, où on regarde que tout ce qu'on demande pour les équipements de sécurité sur les véhicules soit bien présent, les équipements de sécurité également pour les chauffeurs, et on repasse aussi tout ce qui est protocole, chargement, déchargement, dépotage. Oui, c'est des choses qu'on fait au quotidien sur nos sites également. On fait des accueils sécurité digitalisés pour les chauffeurs lorsqu'ils arrivent pour la première fois sur nos sites. Voilà. Le but, c'est quoi de ce partenariat, finalement? C'est qu'il n'y ait plus aucun doute. Quand le chauffeur arrive, tous les process sont en tête, il n'y a pas d'incertitude. Le but ultime, c'est le zéro accident. Ce qu'on veut, c'est que tous les gens repartent chez eux le soir, sains et saufs, en forme. Et ça, c'est vraiment le but ultime, c'est le zéro accident. Après, effectivement, on travaille... c'est vraiment ça le but ultime. C'est le zéro accident, c'est l'accompagnement des chauffeurs également, qui soient à l'aise dans les opérations de chargement, déchargement, qui connaissent les protocoles, qui puissent discuter avec les opérateurs qui sont sur nos sites. Le fait de changer Monsieur Cellier, le fait de changer de motorisation, ça peut changer quelque chose sur les protocoles de sécurité, hormis la question de l'électrification? Pas vraiment. Normalement, à partir du moment où le véhicule est référencé ADR, les protocoles en usine sont à peu près les mêmes. On peut avoir des adaptations sur les dépôts pétroliers, mais c'est vraiment à la marge. Encore une fois, comme le disait Mathieu, nous, notre priorité, c'est les opérations de dépotage en partenariat avec les chargeurs, puisque globalement... un conducteur qui dépote du bitume ou des produits chimiques, la problématique, c'est une mauvaise manipulation, c'est la mise en danger de lui-même, mais aussi des collaborateurs des chargeurs. Donc c'est vraiment un travail au quotidien avec des audits avec nos préventeurs sécurité et ceux des clients au maximum pour répéter toujours pour que la culture sécurité soit vraiment ancrée dans chez les conducteurs, parce qu'encore une fois, nos conducteurs, on ne les a pas sous la main, ils sont toujours dans des environnements chez les chargeurs différents. Et en fait, globalement, à un moment de temps, vous ne pouvez pas régler toutes les problématiques pour eux. Donc il faut qu'ils aient ça ancré dans leur mode de fonctionnement et de travail quotidien. Donc aujourd'hui, on a un programme culture sécurité qu'on partage avec les chargeurs, dont ils peuvent reprendre, je dirais, les contenus. À l'inverse, les gros clients nous donnent aussi également leurs contenus qu'on partage avec nos conducteurs. L'objectif, c'est vraiment de travailler main dans la main pour que ces sujets soient au cœur de la façon dont on travaille au quotidien. Je vous posais une question très belle. Vous faites des jeux de rôle. Quelqu'un de chez Cemex, qui normalement charge, se met à la place du conducteur pour voir juste son point de vue. Alors, ça arrive parce qu'on fait des journées où on demande à un transporteur de nous mettre à disposition un camion avec un chauffeur, ce qu'on appelle des événements pour les usagers vulnérables de la route, en lien avec les préfectures, etc. Donc on monte dans les cabines, on montre tout ce qui est angle mort, etc. La vision qu'a un chauffeur depuis sa cabine. Donc voilà, c'est un exercice qu'on fait assez régulièrement. Je voulais rebondir, il y a aussi nous des newsletters, des informations qu'on envoie à nos transporteurs, et bien sûr quand ça va pas, on en discute aussi. Pourquoi tel chauffeur n'avait pas ses EPI, pourquoi il manque ses équipements sur ce camion. Voilà, c'est toutes des choses qu'on fait avec intelligence et de façon assez collégiale avec tous nos transporteurs. Monsieur Cellier. Alors c'est vrai qu'on ne fait pas vraiment des jeux de rôle, si je puis dire, avec les chargeurs. Par contre, dans nos process internes, on a des exercices qu'on appelle de gestion de crise, donc sur lesquels on simule un événement défavorable, style une citerne qui s'est retournée avec des produits chimiques. Et par le passé, il nous est amené plusieurs fois de travailler en partenariat avec nos clients chargeurs, puisqu'on fait des événements de gestion de crise dans leur usine. Et je me rappelle d'un événement juste après les attentats de 2016, où on avait un exercice dans un dépôt pétrolier d'une prise d'otage sur lesquelles était même intervenu le GIGN pour s'entraîner en fait. Mesdames, Messieurs, y a-t-il des questions, des remarques, des interprétations, des manifestations quelconques, des émotions? Je vous fais tous les mots en sion jusqu'à ce qu'un bras se lève. Non, j'y arriverai pas. Pas de questions sur le baromètre, sur ces deux partenariats. Alors, je repasse la parole à Monsieur Devert.
Si vous aviez levé la main tout à l'heure, attention, moi, la moindre mimique est significative d'une question à poser. Non, le thème, c'est le partenariat. C'est vrai qu'on est ici avec les transports abrégés pour évoquer cette question-là. On fait toujours attention à maintenir avec un transporteur de premier plan, puisque c'est le premier transporteur des cités en France par le nombre d'opérations de transport effectuées depuis des années, à maintenir une bonne qualité d'échange, d'écoute réciproque, tant au niveau opérationnel qu'au niveau de la direction. Donc il faut être aligné à la fois sur des bons modes opératoires au quotidien, des réunions de suivi mensuelles, des indicateurs qu'on suit, des objectifs. Et puis, il faut avoir aussi, au niveau de la direction, quelques certitudes sur le fait qu'on est aligné et qu'on va ensemble dans une même direction. Ça, c'est fondamental pour faire en sorte qu'on soit, je pense, un client important pour notre transporteur et que lui-même, donc, devienne aussi un fournisseur important pour nous. Voilà. Et pour ça, je pense qu'il faut être clair, parce qu'on parle fréquemment de tarifs, tout revient à des questions d'argent au final. Il faut qu'on puisse être la source de ces profits dans la durée. Alors ça, ça peut paraître choquant de dire ça, mais c'est vrai, si on n'est pas une source de profit dans la durée pour un fournisseur, on le perd. Et le transport étant une valeur précieuse de spécialité de plus en plus, complexe informatiquement et pour tout ce qui va autour, voilà, ça se construit dans la durée et ça nécessite cette vigilance et ça passe par les critères que je viens d'évoquer. Madame Cornet. Oui, peut-être je peux rebondir là-dessus. On a vu que la collaboration, elle a vraiment de multiples facettes. On évoquait la sécurité. Je voulais rattacher ces sujets-là aux aspects contractuels, de responsabilité, aux aspects juridiques. Donc en fait, tous ces éléments de partenariat autour de la sécurité, ça va s'imbriquer dans les cahiers des charges. Donc tout ça interagit donc à partir d'une analyse de risque, d'un objectif de zéro accident. On impacte aussi le contractuel et les partages de responsabilités. Donc tout ça fait partie aussi de la collaboration avec les transporteurs. Ces partenariats sont une habitude, Madame Cornet. Ce genre de partenariat... Alors, partenariat, c'est peut-être un mot un peu fort, mais je l'ai dit tout à l'heure, hein, la plupart des chargeurs, en tout cas ceux qui répondent à notre baromètre, ils misent vraiment sur une relation dans la durée avec les transporteurs qu'ils connaissent, parce que c'est plus simple pour chacun en fait, de travailler avec les transporteurs qu'on connaît, d'évoluer ensemble, de développer les prestations. Donc oui, globalement, et d'ailleurs on le sait bien, il y a assez peu de contrats écrits, parce qu'en fait on fonctionne sur des relations commerciales au long terme, par habitude. C'est juste de la confiance, la parole donnée, une discussion à la machine à café et on se dit qu'on va travailler ensemble. Non, on structure c'est quand même j'imagine, mais c'est pas écrit. On vient de là historiquement sans doute, mais c'est quand même des professions très robustes, techniques, très réglementées. Et puis il y a les deux côtés du spectre. Hein. Les City, on travaille, on a à peu près 800 ou 900 transporteurs référencés en Europe. Ah oui. Il y en a peut-être 300 ou 400 d'actifs, mais il n'y en a pas beaucoup comme la société Breget. Et on sait que plus le temps avance... Il n'y en a pas beaucoup comme les transports Breget. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? C'est parce que c'est un gros client pour vous, il y a autre chose? Non, parce qu'il y a différentes prestations. Il y en a qui sont simples, d'autres qui sont complexes. Okay, et là, c'est vraiment une construction... Monsieur Breget fait du complexe. Enfin, les transports Breget font du complexe. Ah oui, on aime bien leur confier les choses compliquées. Ouais. Pourquoi? Vous êtes complexe vous-même, monsieur Egerman? Ça doit être ça. Vous êtes compliqué. Non, je crois qu'on est tous pareils. Il faut, notre métier, il faut trouver du sens pour nos équipes. Mais il faut trouver du sens. Quand on parlait tout à l'heure de ce que dit Denis, c'est très important. Si on n'a pas une vision de là où veut aller notre client, c'est aussi très difficile pour nous, prestataires, de pouvoir effectivement réfléchir autour de ce projet, de regarder comment on peut effectivement nous tenir compte de ça pour nos développements, pour nos implantations, pour nos orientations technologiques aussi, et puis nos investissements, pour les accompagner, pour se dire voilà demain comment je peux les accompagner, comment on peut travailler ensemble pour juste quoi, créer de la valeur ajoutée. Je répète, la qualité c'est une donnée d'entrée. Donc on ne l'oublie jamais, mais c'est une donnée d'entrée. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour créer cette valeur ajoutée? On est en train de parler de partenariat. C'est clair que dans le portefeuille de clients, de nos clients respectifs, on a la chance, je pense, en connaissant les deux entreprises, d'avoir un certain nombre d'entreprises avec lesquelles on a des engagements contractualisés sur plusieurs années. Alors, ça peut être pour 1 an, 2 ans, 3 ans. Au niveau international, ils aiment bien souvent faire du 3 ans, du 5 ans. Et on a une vision comme ça, on peut co-construire et avec des clauses de, pourquoi pas, de productivité. C'est pas un gros mot du tout quand elle est partagée. Ça va pas empêcher, et en 2025 on l'a tous subi, on a connu une vague d'appels d'offres extrêmement
rugueux, on va dire, dans lesquels on a travaillé plutôt sur du saving en ligne à ligne pour certaines entreprises. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas mal ? On n'est pas là pour nous, évidemment, juger. Chacun a sa stratégie. Je crois qu'effectivement, plus la période devient compliquée, et là je pense qu'on est en train de toucher une période qui va devenir compliquée, plus ces stratégies-là peuvent se trouver confrontées à la donnée d'entrée qui est de dire que la non-qualité coûte très cher. Voilà. Après, chacun, je pense qu'on a tous intérêt plutôt à avoir une vision un petit peu plus loin, un peu plus longue, pour qu'on puisse travailler justement en co-construction. Moi, ça me paraît. C'est comme ça que je vois le sens de mon métier, plutôt qu'être choper un marché parce qu'on a fait 1 euro moins cher, ou perdre un marché parce que quelqu'un a fait 1 euro moins cher. Ça me fait pas sourire le matin dans la glace. J'imagine. Monsieur Vautrin. Non, ce que je voulais dire, c'est que nous, effectivement, on a des relations qui sont historiques avec nos transporteurs. On a certaines relations, elles sont plus âgées que moi, donc elles ont plus de 40 ans, et ça fonctionne très bien. Et je pense que c'est important de bien se connaître pour avoir une bonne relation, pour avoir une bonne co-construction avec les transporteurs. Voilà. Mais on peut aussi faire rentrer de nouveaux transporteurs. Mais cette notion, ce partenariat, l'histoire, elle est très importante, je trouve, dans nos relations avec nos transporteurs. Le mot de la fin, Valérie Cornet. Le mot de la fin, écoutez, j'ai envie de vous inviter à venir poursuivre la discussion sur le stand de la UTF. L110, et puis de surveiller l'apparition de notre baromètre autour de la mi-mai. Voilà, vous pourrez regarder tous les résultats détaillés. Merci madame, merci messieurs, merci à vous mesdames, messieurs. Ah, il y avait une petite question. Le micro va arriver, Alors, vous avez 1 minute. Il n'y a pas de micro. Si, il arrive. Au premier rang à droite. Bonjour, chers confrères. Le micro n'est pas allumé en régie. Pardon, excusez-moi, l'officiel des transporteurs. Donc à vous entendre, tout va bien. Les chargeurs et les transporteurs s'entendent merveilleusement bien. Il y a un projet de loi qui prévoit d'imposer aux chargeurs un taux de transport bas carbone. Vu qu'il y a des transporteurs et des chargeurs autour de la table, est-ce que vous pourriez nous indiquer ce que vous pensez de mesures qui seraient quelque part imposées, puisqu'il semblerait que sans obligation, les choses ne se fassent pas? Alors j'aurai 2 débats là-dessus spécifiques. Donc c'est le projet de loi 4 sur les transports, l'article 18 qui impose aux chargeurs un taux d'électrification des transports qui passerait de 0,5% aujourd'hui à 35% en 2030. On n'a plus beaucoup de temps, en 1 minute. Ouais, juste une chose, je pense que personne n'a dit que le monde du transport, bien au contraire, j'ai dit que c'était un monde dans lequel on n'était pas vraiment dans un équilibre abouti. Donc ici, on est là pour dire que comment fait-on? On part du constat, soit on se dit on est toujours en déséquilibre et puis on tirera l'élastique d'un côté ou l'élastique de l'autre côté. Je vous répète, c'est pas ce qui me fait rêver moi le matin, parce que je pense qu'on ne crée pas de valeur ajoutée pour tout le monde. Donc aujourd'hui, effectivement, on est plutôt pour montrer quels sont les critères qu'on peut faire en se disant, on part d'un constat, mais on peut y arriver si on a envie, et c'est profitable pour les entreprises. Après, des normes, on en a plein. Des obligations, on en a plein. C'est pas moi qui vais vous dire que c'est un vrai bonheur d'en avoir. Cependant, c'est souvent la crise ou la contrainte qui nous fait avancer. Donc, si on peut y trouver un intérêt pour pouvoir être un élément déclencheur pour se dire, tiens, si on réfléchissait différemment. Alors, je répète, on travaille beaucoup dans le General Cargo et notamment dans le groupage du lot, c'est peut-être plus simple que sur du complet. Cependant, la contrainte nous fait toujours évoluer. Donc si aujourd'hui on peut travailler avec nos clients et ça les oblige à nous travailler pour ceux qui ne veulent pas le faire, davantage pour se dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour pouvoir résoudre cette équation, je me dis que déjà on aura trouvé une solution. Probablement on pourra trouver plus de solutions. Mais une contrainte de plus, ça reste toujours une contrainte de plus. Monsieur Vautrin. Non, simplement dire qu'on a fait des essais en électrique. Il y a des choses qui sont possibles, des choses qui sont plus compliquées, on va dire, notamment sur le pont d'Hérault. Mais il y a quand même quelques solutions qu'on voit avec nos transporteurs qui nous proposent des solutions avec camions électriques. Donc on va y aller, oui.
Et vous allez participer au surcoût, à l'investissement d'une façon ou d'une autre des transporteurs qui vous proposeront, ben voilà, je vous livre maintenant en électrique, vous faites quoi pour moi, en gros c'est ça. Sûrement, ça sera sûrement la solution, effectivement. Okay. Encore une fois, ce sera une co-construction avec les transporteurs avec qui on le fera. Je suis obligé d'arrêter ce débat, mesdames, messieurs. Merci à tous et à toutes. À bientôt. En ce qui me concerne, à demain. Listen. Oh, we're riding high, wild and free, dancing in the shadows, you and me. Feel the heat rise like a fever pitch. One of these days I'll flick the switch. Got that rhythm when the sparks will glow. Time moves fast and we need to go slow down and sink again. Listen.